Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN Français. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la rencontre historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant de la RBDC Kim Jong-un qui se sont serrés la main ce matin à environ 9 heures, heure locale, à Singapour. Ils se sont ensuite échangés pendant près de 40 minutes et ont signé un document historique après le déjeuner de travail. Nous allons suivre cette rencontre très attendue avec notre correspondante sur place, Karine Oden, et nos deux invités sur place, M. Wu Zexian, ancien diplomate chinois, et M. François Godement, directeur du programme Asie et Chine du Conseil européen des relations étrangères, qui nous rejoindra tout à l'heure. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour suivre avec nous cet événement historique. Et tout d'abord, je vous invite à regarder un reportage pour connaître les développements les plus récents dans ce dossier fort complexe qui attire l'attention de toute la planète. Donald Trump et Kim Jong-un sont devenus le premier président américain et le premier dirigeant suprême de la RBDC à se rencontrer face à face, un développement qui semblait presque impossible il y a encore 6 mois. Une poignée de main historique sous les regards du monde entier. Des discussions ont brisé la glace entre les deux vieux ennemis. Je me sens vraiment bien. Nous allons avoir une excellente discussion et je pense que le succès est énorme. Ce sera extrêmement réussi. C'est un honneur pour moi. Nous aurons une relation formidable. Je n'en ai aucun doute. Bien que nous ayons fait beaucoup pour arriver ici, le passé nous a semblé être comme des plumes sur nos membres et les vieux préjugés et pratiques ont fait obstacle à notre progression. Et nous les avons tous surmontés et nous sommes ici aujourd'hui. L'entretien individuel entre Donald Trump et Kim Jong-un a duré 41 minutes, puis leurs conseillers les ont rejoints pour une réunion bilatérale élargie. Les dirigeants ont signé un accord conjoint qui contraint la RPDC à œuvrer pour la dénucléarisation. Le président Kim et moi-même venons de signer une déclaration commune dans laquelle il réaffirme son inébranlable engagement à une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. Nous nous sommes également mis d'accord pour des négociations dynamiques afin d'appliquer l'accord dès que possible. Il souhaite y parvenir. Et nous enchaînons avec un duplex avec Karine Oden, notre correspondante à Singapour. La rencontre entre le président des États-Unis Donald Trump et le dirigeant de la RBDC Kim Jong-un a eu lieu ce matin à l'hôtel Capella de l'île singapourienne de Sentosa. Karine, quelles sont les dernières nouvelles? Eh bien écoutez, Kim Jong-un vient d'être aperçu sur l'autoroute, il se dirigeait vers l'aéroport, donc on imagine qu'il va décoller très prochainement. Donald Trump, quant à lui, a déjà décollé à bord de l'Air Force One, était en route vers les États-Unis. Et il a décollé immédiatement après avoir donné une très longue conférence de presse, quelque chose qui n'était pas un luxe, parce que les journalistes avaient énormément de questions, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde trouvait que l'accord qui avait été signé quelques heures plus tôt entre le président américain et le leader nord-coréen était resté très vague. Par exemple, les Américains avaient demandé que soit inscrite à l'écrit dans l'accord une dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'en a pas de traces dans cet accord. Donald Trump, lui, a dit qu'il ne s'en inquiétait pas, qu'il faisait totalement confiance à Kim Jong-un pour mettre en place et respecter sa promesse. La deuxième chose, c'est que tout de même, le président américain a réitéré la position et de dire que les 32 000 soldats qui sont dans la péninsule coréenne allaient rester pour l'instant. Les sanctions aussi vont rester tant que la dénucléarisation n'est pas prouvée. Alors, en revanche, ce qui a tranché, c'est l'attitude de Donald Trump à cette conférence de presse. On l'a trouvé beaucoup moins belliqueux que d'habitude, une attitude beaucoup plus humble. Il a dit qu'il ne voulait pas faire peur, qu'il voulait donner du temps. Il a bien dit qu'il allait avoir besoin de temps pour aller plus loin dans cet accord et qu'il avait vraiment à la fois besoin de faire confiance. Il ne voulait pas faire effrayer Kim Jong-un. Et ce qui est nouveau, surtout, c'est cette sortie d'isolement du leader nord-coréen, tant sur le plan diplomatique, quand il s'est assis à la table des négociations ce matin, que dans le monde civil, quand on l'a vu hier se promener dans Singapour, faire des selfies, visiter des attractions. C'était vraiment la première fois qu'on voyait Kim Jong-un dans un tel contexte, et on l'a vu même se détendre tout au cours de la journée. Ce sont des moments historiques qu'on a vus et vous étiez sur place. Pourriez-vous nous raconter l'ambiance qui a prévalu ce matin lors de ce sommet exceptionnel entre les deux hommes?
Alors le sommet a duré 3h40 et effectivement c'était très très dense. La première image historique, c'est cette poignée de main devant ce mur de drapeaux respectifs des deux chefs d'État, nord-coréens et américains. Ils étaient très crispés pendant 10 secondes et puis se sont détendus assez rapidement. Ils sont entrés dans une salle à deux avec leurs interprètes pour un tête-à-tête qui a duré 45 minutes, où les deux leaders sont sortis assez souriants, apparaissant au balcon de l'hôtel, côte à côte. Et puis ils se sont engouffrés dans une salle de travail avec chacun 3 de leurs conseillers pour pouvoir peaufiner les détails de l'accord avant de s'attabler autour d'un déjeuner qui n'a pas duré très longtemps. Mais là, ça a surpris tout le monde. On s'est bien rendu compte que tout s'était vraiment détendu, que le Kim Jong-un regardait même la voiture officielle de Donald Trump. Et on les sentait très proches, de plus en plus proches tout au cours de la journée. Donc ça a été vraiment très intéressant de ce côté-là. Ce qui se passe, c'est qu'ils se sont aussi beaucoup fait de compliments l'un l'autre. Kim Jong-un a remercié Donald Trump d'avoir été à l'initiative de ce sommet. Et puis Donald Trump, lui, a trouvé de fins talents de négociateur à Kim Jong-un pour une personne, un leader si jeune. Carrie, le sommet s'est terminé. Sait-on déjà s'il y a un prochain rendez-vous? Alors, il n'y a pas encore de prochain rendez-vous fixé dans le calendrier. En revanche, le président américain a dit que dès la semaine prochaine, un groupe de travail allait se mettre en place à Washington pour justement parler de comment on déploie cet accord avec la Corée du Nord. Alors, je suppose qu'étant donné la portée de l'événement, il doit y avoir une forte présence des médias internationaux. Quels échos avez-vous de ceci? Alors écoutez, c'est très intéressant parce qu'effectivement les avis divergent un petit peu. Alors ce qui a marqué par exemple un journaliste qui est accrédité à la Maison Blanche, donc qui avait le droit de suivre Donald Trump pendant tout ce séjour, pendant tout ce sommet et le long de ce sommet, a dit que lui ce qui l'avait étonné c'était la longueur de la conférence de presse. Aujourd'hui, Donald Trump généralement ne prend que 2 ou 3 questions. Aujourd'hui il en a pris une quinzaine, il a fait des blagues, il était très détendu. Selon ce journaliste occidental, c'était vraiment une occasion pour Donald Trump de montrer qu'il avait été jusqu'au bout, qu'il était fier d'avoir été jusqu'au bout et qu'il était prêt à donner des détails. J'ai demandé aussi à un journaliste hongkongais, alors lui était plutôt déçu de la teneur de l'accord, qu'il trouvait trop léger, mais il a reconnu tout de même le caractère novateur du fait de faire historique d'avoir Kim Jong-un à la table des négociations. Quant au japonais, il était plutôt déçu, lui, qu'on n'ait pas évoqué le sort de ces otages japonais qui sont restés bloqués du côté de la frontière nord-coréenne. Il aurait aimé, il aurait apprécié, il dit que ça aurait été un signe fort si Kim Jong-un avait pu l'évoquer aujourd'hui. En revanche, c'est très intéressant, ce sont les Sud-Coréens qui sont les plus ravis aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose de très émotionnel pour eux. On sent bien qu'au bout de 70 ans d'être écartelés de part et d'autre de cette frontière, ils trouvent ce moment totalement historique. Bien sûr, pour eux, dans la fête, c'est un premier pas vers la réconciliation. Merci encore une fois, Carrie, pour toutes ces informations. Et intéressons-nous désormais aux détails de la déclaration commune en 4 points. Les États-Unis et la RBDC ont convenu d'établir de nouvelles relations en accord avec le désir des peuples des deux pays qui avanceront de concert en vue de construire un régime pacifique, stable et durable sur la péninsule coréenne. Et tout en réaffirmant la déclaration de Panmunjom, la RBDC a convenu de travailler en vue d'une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. Dans le même temps, Washington et Pyongyang s'engageront à couvrir les questions des prisonniers de guerre et disparus au combat, dont le rapatriement immédiat de ceux ayant déjà été identifiés.